Bienvenue chers fidèles de la télévision rwandaise, encore un plaisir d'être avec vous pour cette édition, la grande édition en langue française. À la présentation, je suis Dissabiti. Tout de suite, voici notre édition que nous allons commencer par New York, au siège des Nations Unies, où le Rwanda demande que les documents archivés par le tribunal pénal international pour le Rwanda, le TPIR, soient renvoyés ici au pays. Indication faite par le représentant adjoint du Rwanda auprès des Nations Unies, Monsieur Robert Kayinamura, dans un message adressé à l'ONU justement. Le représentant adjoint du Rwanda donc à New York a également lancé un appel à prendre des mesures fermes pour lutter contre le négationnisme du génocide commis contre les Tutsis qui continue de prendre de l'ampleur. Kayinamura a souligné que les porte-paroles du Rwanda, plutôt les portes du Rwanda demeurent ouvertes pour ce qui est des personnes acquittées par ces tribunaux, en soulignant le processus de justice réparatrice réparatrice du pays, ancré dans la réconciliation ici au Rwanda. Justement, à ce titre, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Faustin Murangwa. Il est avocat au barreau du Rwanda. Il a exercé également, il a été à Arusha notamment dans ce tribunal international pour le Rwanda. Maître Murangwa, bienvenue dans ces studios. Ravi d'être là. Voilà, maître. Alors, déjà, à chaud, la demande du Rwanda tombe-t-il à pic, arrive-t-il à point nommé, selon vous? Moi, je pense qu'avec un peu de retard quand même, parce que... de retard, vous dites? De retard par rapport aux archives, parce que ça fait au moins 10 ans que en fait, les archives étaient prêtes, parce que après les travaux du TPIR, quand le TPIR a cessé d'être le TPIR et que c'est devenu un mécanisme résiduel, il faut comprendre que les archives étaient prêtes à être reçues par n'importe quel pays, parce que il faut comprendre que c'est le patrimoine de l'humanité. Même si patrimoine de l'humanité, mais principalement c'est le patrimoine du mémoire des Rwandais, puisqu'il s'agit des archives du tribunal pénal international pour le Rwanda, à savoir les archives qui documentent un génocide qui a été perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Donc le Rwanda devrait être principalement le pays à recevoir ces archives, même si on sait très bien que le tribunal ou le Conseil de sécurité a toujours émis des exceptions comme quoi le Rwanda n'était pas prêt à recevoir ces archives. Mais le Rwanda devrait être... Quels sont par exemple les prérequis? Vous dites le Conseil de sécurité a émis ou émettait des doutes jusque-là par rapport au fait que le Rwanda puisse recevoir ces archives. Quels sont les prérequis pour qu'un pays, y compris le Rwanda, puisse justement accueillir ces archives? Et pourquoi le Rwanda est si important pour lui d'avoir ces archives? D'abord, le prérequis, c'est que, en fait, c'est d'abord avoir un endroit pour recevoir ces archives, parce que certaines archives sont des archives électroniques, d'autres sont des archives physiques. L'autre chose, c'est le traitement des archives. Donc, ça veut dire la capacité, disons en termes de ressources humaines, de traiter ce genre d'archives. Or, 10 ans après, le Rwanda a démontré sa capacité non seulement à traiter d'autres archives, parce qu'il faut comprendre que ces archives ne sont pas isolées. C'est des archives qui complètent les archives des tribunaux classiques, mais aussi les archives des tribunaux Gacaca. Or,
on a déjà vu avec le musée ou le mémorial de Gisozi qui traitait des archives électroniques des juridictions Gacaca et d'autres archives en rapport avec le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. Mais aussi, on sait très bien que le ministère actuellement qui prend en charge la mémoire du génocide a une maison des archives. Donc, je crois que, en fait, ça tombe au point nommé dans le sens où le Rwanda est finalement prêt à les recevoir, mais un peu en retard, parce que le Rwanda devrait être à mesure de les recevoir il y a 10 ans. Et je pense, dans ta dernière question, de voir pourquoi c'est justement pour compléter ces archives. Parce que, voilà, justement, c'est pourquoi c'est si important pour que le Rwanda... Déjà, on doit rappeler qu'il y a un archivage important par rapport au dossier du génocide. Vous avez fait mention aux tribunaux populaires Gacaca qui ont fait leurs preuves par rapport déjà et au nombre des cas jugés et aussi à l'archivage. Est-ce que le Rwanda va montrer ou va démontrer ce qu'il a pu faire avec l'archivage des tribunaux Gacaca, par exemple, pour mettre le Conseil de sécurité devant ses responsabilités par rapport à ce dossier? Moi, je crois que c'est ça que le Rwanda devrait démontrer, parce que le Rwanda a déjà démontré cette bonne volonté de recevoir les archives, mais aussi de démontrer la capacité de traiter ces archives. Parce qu'on n'est plus accusé d'avoir des lacunes en termes de ressources humaines, en termes de moyens ou de technologies de traiter les archives. Mais il faut comprendre que c'est utile par le fait que, en fait, les tribunaux Gacaca, tout comme les tribunaux classiques, n'avaient pas les mêmes moyens de collecter et de traiter les archives comme le tribunal international pour le Rwanda le faisait. Parce qu'actuellement, ils ont non seulement les archives qui contiennent surtout les vidéos, les documents et toute autre documentation qui a été prise pendant et après le génocide, mais aussi, y compris les pièces qui ont été déposées devant ce tribunal, qui constituent des témoins, qui constituent des preuves irréfutables de ce qui s'est passé au Rwanda, mais aussi de la manière dont ces informations étaient traitées et tirer des conclusions par rapport aux jugements qui sortaient des preuves recueillies par le tribunal. Mais aussi l'année aussi en fait des conséquences par rapport à ce qui s'est passé et par rapport aux jugements et aux preuves traitées par ce tribunal. Par exemple, entre autres, la notice qui a été prise par le tribunal, c'est la conséquence de ce qu'ils ont reçu comme preuve et traiter ces preuves et conclure que ce qui s'est passé au Rwanda était bel et bien un génocide commis contre les Tutsis. Ça doit fermer, surtout ça doit répondre aux négationnistes, ça doit répondre aux personnes qui mettent encore en doute les faits historiques. Les faits historiques. Et voilà, ça rentre dans ce cadre, parce que même le Conseil de sécurité, et c'était bien que, en fait, le Rwanda demande ces archives, mais aussi demande au Conseil de sécurité de considérer eux-mêmes que les archives constituent une des preuves qui devrait taire les négationnistes et les révisionnistes. Parce qu'actuellement, on est en face des négationnistes qui parlent... Justement, sans vous couper la parole, il y a donc le représentant adjoint du Rwanda aux Nations Unies qui a fait un appel à prendre des mesures fermes par rapport au discours du négationnisme et du génocide perpétré contre les Tutsis et qui continue de prendre de l'ampleur. Maître Faustin Murangwa, pour terminer, est-ce que le Rwanda, pour la mémoire des victimes, pour la mémoire de l'humanité, a vraiment besoin
d'avoir en sa possession ces archives qui vont servir pour ce qui est des causes présentes? Moi, je crois que, en fait, le Conseil de sécurité a dans sa main ces archives. C'est par contre de faire parler ces archives pour faire taire les négationnistes. Un des moyens ou une des stratégies à mettre en place serait, ça a été par exemple en 2014 de mettre une résolution sur place du Conseil de sécurité 2150 qui répondait dans ce sens, qui disait que ce qui s'est passé, qui confirmait la décision du tribunal pénal international pour le Rwanda, que ce qui s'est passé au Rwanda était bel et bien un génocide, que les pays qui regroupent les Nations Unies devraient œuvrer à ce que, en fait, ce qui s'est passé au Rwanda ne se passe plus, devrait coopérer avec la justice pénale internationale pour le Rwanda, devrait aussi mettre en place des instruments légaux de sanctionner le négationnisme et le révisionnisme. Et c'est ce que, en fait, tout le monde actuellement attend avec la décision qui sera prise par rapport au procès Onana actuellement en France. Et je pense qu'une fois que ce précédent est ouvert, je crois qu'il en sera de même avec la Belgique. Je parle de la France et de la Belgique par rapport au système judiciaire qui sont les leurs, parce que on sait très bien que c'est des civilistes. Les civilistes, quand ils parlent de droit d'expression, il met en balance entre la libre expression et le droit de ne pas offenser les autres. Par rapport aux anglo-saxons, ce qui est compliqué, parce que la libre expression est absolue. Ce qui veut que donc, il serait très difficile d'engager de telles poursuites en Angleterre ou aux États-Unis. Et je crois que c'est là où le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait aider à ce que, en fait, cette libre expression qui sévit aux États-Unis, en Angleterre, ne doit pas vraiment entraver une résolution des Nations Unies comme celle dont je viens de citer, ne devrait pas saper les travaux d'un tribunal international ou bien ne devrait même pas aller vraiment offenser les victimes de crimes horribles comme un génocide. Maître Faustin Murangwa, avocat au barreau du Rwanda, je vous rappelle qu'il a exercé au tribunal international pour le Rwanda, donc le TPIR dont il était donc question dans cet échange. Merci beaucoup, maître, pour cet éclairage. Merci. Voilà. Poursuivons avec l'actualité après la justice. On va parler maintenant de la sécurité avec les forces rwandaises de défense qui rejettent catégoriquement les informations relayées par The New Humanitarian et le journal Le Monde, lesquels accusent de viol les casques bleus rwandais opérant notamment en République centrafricaine, comme on peut le lire dans un tweet, plutôt dans un ex publié par les forces rwandaises de défense tôt aujourd'hui, jeudi. Les détails ici, on va suivre notre confrère Jean-Damascène Manishimwe et puis on revient avec une interview notamment par le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda, Alain Mukurarinda. Mais tout d'abord, on suit cet élément nous préparé par Jean-Damascène Manishimwe. Le communiqué des forces rwandaises de défense précise que les articles publiés par Barbara Debout dans The New Humanitarian et dans Le Monde accusent à tort les casques bleus rwandais de viol et de violences sexuelles en République centrafricaine.
Le communiqué explique qu'aucun de ces 3 cas mentionnés dans l'article n'aurait pu avoir lieu. Dans le cas du viol présumé de Jeanne, une vendeuse de fruits et légumes qui, selon l'article, aurait été violée par un soldat rwandais de la paix dans leur base à Bangui en 2023, poursuit le communiqué. Les bases des casquettes bleus rwandais en République centrafricaine n'admettent pas les civils non enregistrés et n'ayant pas d'activité officielle dans ces installations, précisant qu'aucune agression d'un civil n'a pu avoir lieu dans la base. Au cas du viol présumé de Grace, 28 ans, dans la ville de Pawa, au nord du pays, le communiqué explique que les casques bleus rwandais n'ont jamais été déployés dans cette zone et que donc cette accusation est sans fondement. Pour le cas du viol présumé de 2 femmes en Dassima à 400 km de Bangui, le communiqué indique qu'il n'y a jamais eu de force bilatérale rwandaise, ni de force rwandaise de la MINUSCA déployée dans cette région, et raison pour laquelle ces soi-disant agressions ne peuvent pas avoir eu lieu. Les violences sexuelles contre les civils par des casques bleus sont inacceptables et les forces rwandaises de défense prennent au sérieux toute accusation portée contre ces troupes, poursuit le communiqué. Et pourtant, les témoignages des civils déplacés à Bria indiquent que les agressions sexuelles qui avaient eu lieu ont cessé dès le déploiement des troupes rwandaises dans la région. La discipline, la réputation et l'efficacité des casques bleus rwandais ne peuvent pas être remises en question, précisent les forces rwandaises de défense, une réalité corroborée d'ailleurs par la population centrafricaine qui s'est entretenue avec la télévision rwandaise en août dernier. La présence des contingents rwandais en République centrafricaine nous ont beaucoup donné d'énergie et nous savons que même ces contingents-là, c'est des contingents vraiment sérieux. Depuis qu'ils sont en République centrafricaine, on n'a pas même écouté d'un barbarisme quelque part. Ils sont sur la route de Boali, ils sont sur la route de Mbaïki, ils sont sur la route de Bambari. Ils sont là, ils freinent même l'avancée des hommes armés pour ceux qui veulent coûte que coûte, vaille que vaille, bouleverser la paix en République centrafricaine. Et donc leur présence vraiment nous a beaucoup donné de l'énergie. C'est des hommes vraiment disciplinés, qui sont honnêtes, qui sont vraiment habiles. Qui sont vraiment habiles. Et nous voyons dans leur comportement, même les bistrots que vous voyez au bord de la route, là, les bars, là, les Rwandais ne sont pas dedans. Les Rwandais, c'est leur boulot qu'ils préfèrent mieux. Je vois qu'il y a la paix qui est là, je vois qu'il y a la sécurité qui est là, parce que les forces rwandaises qui sont venues en Centrafrique, ils font des patrouilles dans les rues, dans les quartiers, et ça fait qu'il y a beaucoup de sécurité qui sont là. Les femmes sortent à partir de 4 du matin pour aller chercher leurs légumes et venir vendre ça au niveau des marchés. Donc moi je vois qu'il y a beaucoup de... Avant, c'est fort, il y a des braquages qui sont là, il y a des VBG, on prend les femmes violées dans les quartiers, dans les rues, mais par rapport à l'arrivée des Rwandais là, moi je vois qu'il y a des changements, beaucoup de changements, il y a des sécurités qui est là, vraiment il y a des circulations dans les quartiers, dans les rues, tout ça là, vraiment il y a des paix. Le sentiment de satisfaction pour le service des forces rwandaises de défense en République centrafricaine, c'est ce qu'affiche également le président centrafricain lui-même, qui se félicite de l'évolution de la situation dans son pays grâce à la coopération avec le Rwanda. Je profite de votre micro pour remercier très sincèrement le président, mon frère, le président Paul Kagame, pour cette coopération. Et cette coopération qui date de très longtemps et que maintenant nous sommes dans le développement de plusieurs volets. Il y a aussi, vous voyez, un déploiement de contingents, bien sûr dans le cadre multilatéral, mais il y a un déploiement de contingents dans le domaine bilatéral qui coopère directement avec l'état-major centrafricain. Et l'un des volets de cette coopération, c'est la formation. Donc cette formation, une partie s'est déroulée au Rwanda, mais maintenant une autre partie, la formation de base, se déroule ici et nous sommes à la 2e promotion. Donc je suis très satisfait et je profite de votre micro pour remercier le président Kagame, remercier le ministre de la Défense rwandais, remercier l'armée rwandaise pour leur coopération et féliciter aussi le ministre de la Défense centrafricaine et l'état-major centrafricain pour leur collaboration et d'avoir mis en œuvre la vision que nous nous sommes définis avec mon frère le président Kagame. Depuis 20 ans,
Les casques bleus rwandais accomplissent leur mission avec intégrité et respect pour les communautés locales, en adhérant aux valeurs fondamentales de protection des civils et de la responsabilité de protéger. Les forces rwandaises de défense continueront de soutenir la paix et la stabilité en République centrafricaine et partout ailleurs où les casques bleus rwandais sont déployés, rassure le communiqué des forces rwandaises de défense. Toujours au même chapitre par rapport au travail abattu par les forces rwandaises de défense en Centrafrique et surtout en réaction par rapport aux articles publiés par le journal Le Monde et The Humanitarian. Le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda, Alain Mukurarinda, s'est exprimé au micro de notre confrère John Patrick il y a quelques minutes où il parle justement, il réfute et il rejette en bloc les accusations portées par ces deux journaux et surtout il réitère la volonté du Rwanda à toujours mettre la sécurité des populations en avant. La position du gouvernement rwandais est d'abord que les violences sexuelles ou contre les civils par les casques bleus, spécialement par l'armée rwandaise qui ferait partie des casques bleus, ces violences sont inacceptables, et pour l'armée rwandaise et pour le gouvernement rwandais. Donc si ce genre de crime devait être commis, ils seraient punis d'une façon sévère. La loi est claire et l'armée rwandaise ne va pas jouer en ce qui concerne la discipline, en ce qui concerne la réputation et l'efficacité de l'armée rwandaise. Je pense d'ailleurs que la personne qui a produit cet article aurait dû aussi commencer par expliquer comment l'armée rwandaise, on a confiance en l'armée rwandaise depuis maintenant 20 ans, où l'armée rwandaise a été déployée un peu partout en Afrique pour aider au rétablissement de la paix, ou s'il s'agit même de faire la guerre pour rétablir la paix. Et par après, s'occuper de la population locale. Je pense que ça, ce sont des constats qui ont été démontrés par l'armée rwandaise, qu'aujourd'hui on est, je dirais, un peu surpris de voir qu'il y aurait eu des crimes et qu'on essaie de les imputer à toute l'armée rwandaise. Ça, ce ne serait pas correct. Deuxièmement, je pense qu'il est temps qu'aujourd'hui, si quelqu'un produit un article, il faut aussi examiner quelle est sa position par rapport au Rwanda, quelle a été dans son histoire, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi subitement essayer de ternir l'image du gouvernement rwandais ou de la population rwandaise ou du Rwanda tout simplement. Aujourd'hui, il ne faut plus prendre pour vérité un article parce que ça a été fait en Occident ou parce que ça a été fait par telle ou telle personne. Il faut tout analyser. Il faut voir l'historique de la personne qui a produit l'article. Et après avoir expliquer cela, il faut aussi savoir que l'armée rwandaise a produit un communiqué où elle a démontré que le fait de dire que ces crimes auraient été commis par l'armée rwandaise, c'est pratiquement impossible. On parle d'un viol qui aurait eu lieu dans une base, dans un camp militaire où sont logés ces militaires, alors qu'il est clair qu'on ne peut pas, en tant que civil, accéder à ce camp si, au départ, vous n'êtes pas enregistré ou si vous n'avez pas une mission spécifique, une mission spéciale ou une activité officielle. Sans ça, vous ne pouvez pas rentrer dans la base. Et puis, on nous parle du fait que la personne qui aurait été violée vend des légumes et des fruits. Est-ce que dans son genre d'institution,
c'est pas comme ça qu'on va se nourrir, c'est pas comme ça qu'on va acquérir ce dont on a besoin pour nourrir son armée. C'est des grands marchés qui sont donnés, des marchés publics qui sont publiés pour lesquels les gens vont compétir. Donc, probablement que cette façon de faire ne correspond pas à la réalité de ce qui se passerait dans un genre de base. Deuxièmement, on parle de deux villes où ces crimes auraient été commis. Mais l'armée rwandaise a bien expliqué que les casques bleus ou l'armée rwandaise n'ont jamais été déployés dans ces deux villes. Cela ne veut pas dire qu'un des militaires peut y aller personnellement durant son temps de détente, durant ses congés. Mais dans ce cas aussi, il ne faut pas, si le crime est commis, vouloir l'imputer à toute une institution. Donc je pense qu'il faut être très prudent, il faut analyser et la personne qui a écrit, qui a produit l'article, pour voir pourquoi. Et puis, n'oublions pas que depuis ces derniers temps, on a l'impression, ce n'est même pas une impression, il y a un programme qui a été établi où de temps en temps on sort ce genre d'articles, des interviews, des films qui essaient de ternir l'image du Rwanda, que ce soit en matière judiciaire, que ce soit en matière politique, que ce soit en matière des relations entre le Rwanda et les autres pays, pour dire que voilà, ce que le Rwanda fait, en fait, le gouvernement rwandais essaie de cacher la réalité de ce qui se passe réellement dans ce pays. On critique le fait qu'on a investi dans des équipes à l'étranger pour promouvoir que les gens viennent visiter le Rwanda. Avec le Visit Rwanda. On prétend que parce qu'on organise des réunions internationales, on veut cacher quelque chose, on veut nous montrer tel que nous ne sommes pas. Donc tout ça, il y a un programme qui a été prévu, ça se voit très bien quand vous analysez qu'il y a une ligne de conduite qui a été établie pour salir l'image du Rwanda en général et spécialement l'image du gouvernement. Donc je pense que ce qui est très important, c'est que la population continue à vaquer à ses occupations et je dirais à ceux qui croient qu'en produisant ce genre d'articles, en produisant ce genre d'interviews ou ce genre de films, cela ne va pas empêcher le Rwanda et les Rwandais de suivre le chemin qui s'est tracé pour pouvoir se développer. Alain Mukurarinda, porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda. Passons à autre chose à présent, commerce et industrie. Le Rwanda qui continue de renforcer l'investissement et surtout les politiques dans ce domaine. Aujourd'hui, on en arrive au niveau du bilan avec notamment certaines industries qui continuent à faire leurs preuves par rapport à la production, comme on l'explique ici Kassim Youssouf. L'usine de transformation de farine est vendue au Rwanda et à l'est de la République démocratique du Congo, sise dans la zone industrielle de la ville de Kigali à Masoro, a récemment augmenté sa production de farine, passant de 300 à plus de 500 tonnes par jour. Cette usine n'est pas la seule à avoir augmenté sa production quotidienne de farine, car il y a une autre, Africa Improved Foods, spécialisée dans la transformation de maïs, qui admet que sa production a augmenté ce mois-ci. Notre objectif est d'augmenter notre production. En ce moment, nous envisageons d'exporter nos produits vers d'autres pays, notamment l'Éthiopie, le Nigeria, le Ghana et la Zambie. Nous souhaitons vendre dans tous les pays d'Afrique, mais cela sera réalisé par la génération suivante, car cela demande beaucoup de temps. Ces industriels sont convaincus que les lois que le gouvernement rwandais a mises en place leur facilitent la tâche et sont satisfaits de la sécurité de leurs investissements.
Je n'ai aucun doute sur le bon fonctionnement du gouvernement rwandais pour aider et faciliter les investisseurs comme nous. C'est vrai que le marché est petit, mais la manière dont le Rwanda nous soutient nous incite à établir nos usines ici plutôt que dans d'autres pays de la région. Nous avons établi notre usine ici au milieu d'autres pays qui ont plus besoin de ce que nous produisons, comme la RDC, le Soudan du Sud, l'Ouganda et le Burundi, mais leur sécurité n'est pas aussi fiable qu'ici. C'est pourquoi nous avons décidé d'investir ici. Le ministère du Commerce et de l'Industrie indique avoir un programme spécifique sur 10 ans visant à promouvoir l'industrie de manière ciblée et à résoudre les problèmes et défis évoqués. Nous avons une nouvelle politique industrielle de 10 ans et nous estimons que pendant cette période, beaucoup de choses seront réalisées compte tenu des résultats que les politiques mises en place ont favorisé la réalisation. Et donc, pendant ces 10 ans, beaucoup sera fait, surtout si nous tenons en considération la vision que notre pays s'est fixée. En plus de l'industrie agroalimentaire qui a augmenté sa production, les sociétés de production d'électricité ont également enregistré une hausse de 55,4% et 11,4% pour celle de distribution d'eau selon le rapport de l'Institut national des statistiques du Rwanda. La production des sociétés d'extraction minière a par contre diminué de 20,6% et celle de l'industrie de construction de 3%. Voilà tout pour cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de continuer à être fidèles à nos programmes. Quant à moi, j'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Au revoir.